Eau, couleur, mouvement. Entraîné par les mobiles, l'œil du passant poursuit son regard sur la toile de fond des fontaines du quartier Beaubourg. Reflété sur l'eau des bassins, le Centre Georges Pompidou participe à l'animation du lieu par le jeu de ces grands éléments structurels dont les profils se dessinent dans le ciel parisien. Né d'un concours d'architecture international organisé par le président Georges Pompidou en 1970, le Centre culturel du quartier Beaubourg a ouvert ses portes pour la première fois en 1977. Son architecture contraste sans ménagement avec le style du quartier plus que centenaire. À la fois musée, bibliothèque, librairie ou immeuble de bureau, cette machine de la culture se voulait révolutionner une image trop souvent rigide et traditionnaliste des événements culturels. Son architecture prit un ton provocateur. Une création architecturale insérée dans la trame urbaine, dans le jeu des repères parisiens. Elle s'intègre au milieu des divers flux de circulation. Circulation fluviale, circulation automobile, ou encore piétonne. Bâtiment spectacle pour les passants, le centre culturel est aussi un lieu surélevé de premier choix pour observer l'animation constante de la ville et à ses pieds celle de la place publique, la piazza à l'italienne. Dès les premières esquisses, les architectes Renzo Piano et Richard Rogers ont travaillé de concert avec les ingénieurs, créant ainsi l'esprit de cette grande machine de la culture. Un parti architectural domine cette conception, tout partagé avec le public, c'est-à-dire à la fois l'animation intérieure par la transparence des lieux et aussi un mécanisme qui laisse apparaître à l'extérieur les diverses circulations et toute sa structure. En même temps structure et architecture, ce bâtiment révèle dans sa lecture spatiale le jeu dynamique et parfois presque satirique de ses éléments poutres, colonnes, nœuds et tirants. La structure spatiale du centre Georges Pompidou est astucieuse. Elle est formée d'une succession de systèmes plans semblables. Nous allons maintenant étudier dans le détail les différentes solutions structurelles qui ont été adoptées par les concepteurs. Tout d'abord, les portées principales de 48 mètres de long sont franchies non pas par des poutres pleines opaques et massives, mais par des poutres en treillis qui réunissent plusieurs avantages, légèreté et faible déformabilité. Le principe des poutres treillis vise à optimiser le fonctionnement de chaque élément en utilisant la matière au mieux de ses capacités. Si on examine comment réagit une poutre treillis, on peut remarquer ceci. Lorsqu'on la charge, les barres qui la composent se mettent soit en traction simple, en bleu foncé, soit en compression simple, en turquoise. C'est ce qui permet de répartir au mieux la matière. Ce raisonnement scientifique s'illustre dans la réalité par une structure transparente faisant la place belle aux rayons du soleil qui peuvent pénétrer au cœur du bâtiment. La section des membrures horizontales varie des bords vers le centre, avec plus de matière au centre, où les efforts à reprendre sont plus importants. De plus, les éléments comprimés sont constitués de larges tubes évidés pour contrer le flambement, tandis que les éléments en traction sont constitués de minces profils pleins. On remarquera l'extrême finesse des profils dessinés. L'acier y est utilisé en tenant compte de ses caractéristiques pour un rapport masse-résistance optimal. En effet, l'acier a une masse volumique relativement importante par rapport à d'autres matériaux. Cependant, à section égale, il peut reprendre des charges 10 à 15 fois plus importantes que le bois ou le béton, sans se rompre ni se déformer de manière excessive. Ou encore, à charge égale, la quantité de matière utilisée est beaucoup plus faible. Malgré sa densité élevée, l'acier permet donc de construire des structures légères.
Les poutres treillis devant reprendre chacune plusieurs centaines de tonnes et pesant elles-mêmes 75 tonnes, il fallut trouver un moyen de transmettre ces efforts vers les fondations sans exagérer le gabarit des poutres ni celui des colonnes. Pour cela, les concepteurs ont imaginé un assemblage poutre-colonne efficace et original que nous allons examiner. Ce dispositif, appelé gerberette, est fixé à la colonne par une rotule et est équilibré par un double jeu de force. Le poids de la poutre treillie en bleu, lui-même compensé par la force de traction du tirant en jaune. La gerberette, en rouge, se comporte comme un jeu à bascule. En effet, le couple généré par l'action de la poutre sur la gerberette est compensé par un couple opposé, qui consiste en un tirant connecté à son autre extrémité. Cette conception a permis de concentrer les forces en présence au centre d'une seule colonne, autorisant une descente de charge en compression simple. Le principe d'une poutre isostatique suspendue entre deux éléments en porte-à-faux n'est pas nouveau. Il fut utilisé pour la première fois par l'ingénieur allemand Heinrich Gerber, d'où le nom de gerberette. Pour éviter la construction de trop longues poutres hyperstatiques sur plusieurs appuis, Gerber divisa celle-ci en un ensemble de composants isostatiques liaisonnés par des joints à rotation libre. Ces joints, en rouge cerclés de blanc, sont disposés de manière à produire un diagramme des moments aussi favorable pour l'ensemble isostatique en bas que dans le cas d'une structure hyperstatique en haut. La structure de franchissement entre les façades principales est donc isostatique et est constituée de la poutre treillie au centre et de l'ensemble colonne, gerberette, tirant pour les parties latérales. Superposés 6 fois dans chacun des ensembles plans verticaux du centre Pompidou, ces éléments génèrent les différents étages de l'édifice. En rejetant les fluides et circulation à l'extérieur du volume, ce système permit au concepteur de réduire la portée centrale de 60 mètres à 48 mètres, tout en évitant de dédoubler la structure portante en une double rangée de colonnes de même importance. La succession de ces 14 ensembles semblables permit de générer 6 grands plateaux libres de colonnes. Ces espaces dégagés répondent bien aux objectifs de souplesse et de flexibilité que les concepteurs s'étaient fixés au départ. Mais la reprise des charges verticales par les treillis, colonnes et tirants ne suffit pas à garantir la stabilité globale de la structure. En effet, chacun des 14 ensembles poutres-colonnes doit aussi résister aux effets du vent. Lorsqu'on crée un ensemble structurel, celui-ci doit non seulement pouvoir reprendre des charges horizontales dans son plan, mais doit aussi résister au basculement dans le plan perpendiculaire. Il doit également pouvoir contrer ces effets dans le plan de sa toiture et de ses planchers. Pour résister aux actions horizontales, plusieurs solutions structurelles s'offrent au concepteur. L'une d'entre elles consiste à créer un cadre plein, totalement rigide. Autre solution, permettant d'alléger au maximum la matière, créer une croix ou un ensemble de triangles indéformables. Ces deux procédés peuvent paraître très étrangers l'un à l'autre. Pourtant, lorsqu'on examine la déformation d'un plan rigide, carré, soumis à une charge horizontale, on s'aperçoit que dans l'axe des diagonales, deux types de contraintes opposées sont générées, de la compression en rose et de la traction en vert. L'une et l'autre provoquent la transformation du carré en losange.
Ces mêmes contraintes de compression et de traction sont présentes dans les barres de la croix. Ainsi, pour rendre les plans verticaux insensibles aux effets du vent, on peut par exemple les habiller d'une boîte pleine totalement rigide, ou alors alléger au maximum la matière et la rendre transparente en utilisant une combinaison de triangles et de croix indéformables. C'est ce système qui est utilisé à Beaubourg sous diverses formes. Si l'on ramène ces considérations au cas du centre Georges Pompidou, on voit que pour garantir la stabilité au vent de l'édifice, la seule solution poutre, gerberette, colonne et tirant ne suffit pas. D'autres paramètres vont devoir rentrer en jeu. Dans les pignons du bâtiment, des triangles verticaux liaisonnent les poutres treillis. Ces liaisons sont soulignées en vert dans l'image. Ce sont ces triangles qui assurent le contreventement des plans extrêmes de l'édifice. En outre, au niveau du sol, la liaison des colonnes et tirants est effectuée par une croix indéformable. Celle-ci, bien entendu, est présente de chaque côté du pignon. Ce système est répété sur le pignon arrière. Ainsi, les pignons résistent fermement aux actions horizontales. Pour assurer la stabilité horizontale globale de l'édifice, deux procédés complémentaires sont utilisés. Afin de mieux comprendre leur principe, nous allons examiner une vue en plan du bâtiment. Nous l'avons vu, les pignons forment des ensembles résistants au vent. Entre eux sont disposés les éléments de plancher constitués de panneaux de béton enserrés dans des poutrelles d'acier. Ces panneaux franchissent la portée de près de 13 mètres, séparant les poutres treillis. Le plancher travaille bien sûr comme un support des charges verticales et cloisonne l'espace en différents niveaux. Il fonctionne également comme une poutre horizontale prenant appui sur les pignons. Encore au niveau des planchers, un procédé complémentaire est utilisé pour assurer le contreventement. Sur les bordures du bâtiment, les ourdis de béton sont remplacés par des membres horizontaux assemblés en triangles indéformables. Ils forment un nouveau jeu de poutres treillis résistantes aux effets du vent. En outre, ce système permet de rejeter à l'extérieur toutes les circulations indispensables, piétons, fluides, etc. Répétées un étage sur deux, ces poutres horizontales sont reliées au plancher et aux colonnes. Elles divisent la hauteur totale de ces très minces colonnes de 44 mètres de haut en tronçons plus courts et permettent ainsi de réduire les éventuels problèmes de flambement. La finesse de tous ces éléments architecturaux contribue à la transparence des façades et à la luminosité intérieure du bâtiment. Enfin, pour terminer l'analyse du contreventement, penchons-nous sur le système agissant dans le plan des façades longitudinales de manière à les rendre totalement stables. Ce système est formé par les croix de contreventement, dites croix de Saint-André, qui se répartissent tout au long de ces longues façades. Elles en couvrent la quasi-totalité, mais sont absentes aux endroits de passage des circulations.
Combinées aux membres horizontaux vus précédemment, elles permettent la solidarisation de l'ensemble des éléments de la structure: colonnes, gerberettes, tirants, plancher. Lors de la création de la structure d'un édifice, l'expression architecturale et la stabilité globale sont bien sûr liées. Cependant, des considérations quant à la résistance au feu interviennent aussi dans les choix de conception. En effet, si les gerberettes ou les poutres treillis attirent l'œil du passant, certains détails d'assemblage doivent retenir l'attention. Par exemple, les jonctions entre les barres sont protégées du feu par un enduit intumescent uniforme, recouvert par la suite d'une peinture de couleur. Sous la peinture, ces jonctions ont été d'abord entourées d'une couche épaisse de céramique résistante au feu. D'autres précautions sont prises pour garantir la protection incendie. Le compartimentage entre niveaux est assuré par des ourdis en béton. Les fluides de la façade arrière sont séparés de l'espace visiteur par un panneautage résistant au feu. Les colonnes sont remplies d'eau et la majorité des éléments est protégée par un système d'aspersion automatique. Mécano géant, à la fois en connivence avec Paris par ses dimensions et à la fois isolé par l'étonnante expression de son architecture, le centre Georges Pompidou est une machine vivante ouverte sur la ville. Pour réaliser cet édifice, les architectes et les ingénieurs ont travaillé conjointement, tant pour la composition que pour l'édification. Par exemple, si les gerberettes augmentent la précision des assemblages, elles apportent au bâtiment une expression tout à fait particulière. Cette architecture autorise la lecture en direct des problèmes de fonctionnement de l'édifice et apporte sans rien cacher une réponse à la curiosité naturelle de l'homme.